aujourd'hui pour faire un update, tout ce qui est plus normal, de romans. Et en gros, ces lectures-là datent de... Longtemps, je suis tentée de vous dire, mais évidemment, ça c'est comme d'habitude. En gros, c'est des lectures que j'ai faites entre les grandes vacances, donc depuis juillet et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quasiment au mois de novembre, à l'heure où moi je vous parle, du coup novembre 2019. Je précise l'année parce que je me suis rendu compte qu'il y a des vidéos que je monte genre 2 ans après. Ça craint, hein, et en même temps, si les livres sont bons et qu'on vous dit d'aller les acheter, peu importe combien de temps après leur sortie on vous conseille d'aller les acheter, quoi. Bref, je vais commencer sans plus tarder parce que je me rends compte que à chaque fois je fais des intros à rallonge et que je dis la même chose, donc ça ne sert strictement à rien. Donc rentrons dans le vif du sujet avec le seul livre qui n'est pas un roman, ou des nouvelles, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petites nouvelles plus tard. Donc il s'agit de Tu sais que tu es bordélique quand d'Anna Peel et Valérie Flan aux éditions First, qui est donc un tout petit livre, vous l'aurez constaté, avec des petites phrases, des petites citations entre guillemets à la con, mais je pense que vous voyez. Voilà, rikiki, du style précision, non, le tas de fringues au pied de mon lit n'est pas une œuvre d'art contemporain. Ou, à bon entendeur, déplacer des tas, ce n'est pas ranger. Je répète, déplacer des tas, ce n'est pas ranger. Donc c'est un petit livre fort sympathique qui m'a fait rire, qui m'a été offert par un collègue que je remercie, ça m'étonnerait qu'il passe par là, mais voilà, qui me l'a offert en fin d'année scolaire parce que on finissait notre année en tant que collègue dans la même école. Et bon, je crois que tout le monde sait que je suis une grosse bordélique. Donc c'était fort à propos, c'était sympathique. Après, ça coûte 4 €, vous allez pas vous ruiner si vous faites ce cadeau-là à quelqu'un, ou pour rire, enfin voilà, c'est sympa. Ensuite, je vous présente une saga que vous avez l'habitude de voir avec moi, c'est-à-dire la saga de l'île de l'oubli, puisqu'il s'agit de Panique sur l'île de l'oubli de Mélissa Delacruz, aux éditions Hachette. Pour l'histoire de base, je pense qu'à force vous la connaissez, mais c'est pas grave, je vais la refaire quand même. On suit 4 descendants de méchants, le fils de Cruella de Vil, le fils de Jafar, la fille de Malenfer, qu'est-ce que je raconte, de Maléfique, pardon, et la fille de la méchante reine de Blanche-Neige, qui vont donc avoir l'opportunité de partir de l'île de l'oubli, donc l'île où il y a tous les méchants qui ont été exclus, pour aller sur l'île de Radon, où il y a tous les gentils, blablabla. J'adore les films, en bonne grosse gamine que je suis, et j'aime beaucoup les livres aussi, même si on sent clairement que les livres c'est pour étoffer le monde des films, parce que les trucs principaux se passent dans les films, pas dans les livres. Donc c'est sympa, une fois de plus. Il me semble que c'est censé être le dernier, mais je suis même pas sûre, parce que si je vous dis ça, c'est parce qu'il me semble que le dernier film, donc le 3, c'est censé être le dernier. Donc en toute logique, il n'y aura pas d'autres livres. Mais comme je ne suis absolument pas sûre de mon info, je ne sais pas. Et en même temps, l'acteur qui fait le fils de Cruella de Vil est décédé. Donc, je ne saurais pas vous dire ce qui va réellement en être. En tout cas, pour ce livre-là, à nouveau, c'est sympa. Ça se lit hyper vite parce que c'est écrit hyper gros. Voilà. Que vous fassiez une idée. Donc c'est cool que ça se lise vite, c'est fort pratique, mais à nouveau, comme je le disais juste avant, on sent que c'est pour préparer le film qui arrive. Bon, après, je le sais, donc c'est pas une grosse perte, mais sachez-le aussi. Il me semble que ce bouquin-là, je l'ai lu dans le cadre d'un challenge. Je crois que c'est un challenge de Piketty, j'ai un doute, mais du coup, comme ça date de cet été, voilà, je sais plus trop. Mais en gros, je crois que le concept, c'était de lire 7 bouquins en 7 jours. Mais comme moi j'étais en grande vacances, que j'avais rien à faire de la semaine, c'était faisable. Donc bon, moi j'avais un peu modifié le challenge, mais les challenges sont faits pour ça, pour que ça convienne à chacun et qu'on puisse les modifier si on a envie de les modifier. Donc moi je l'ai fait un peu à ma sauce, mais peu importe. Et je crois, il me semble qu'il en faisait partie. Sachez juste que ce challenge, je crois l'avoir réussi, mais parce que j'ai lu des BD. Ou des trucs déjà entamés. Enfin bref, je sais plus, je l'ai réussi, mais de pas grand chose. Voilà ce dont je me rappelle. Et donc les livres que je vais vous présenter là par la suite sont du coup en toute logique d'autres livres issus de ce challenge. Donc j'ai aussi lu L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva aux éditions France Loisirs, je pense. Pareil, tout petit bouquin, donc je vais pas vous donner un énorme résumé. C'est une réécriture du Petit Poucet, donc il a 6 frères aînés et lui c'est le petit, l'intelligent, mais en même temps il ne parle pas. Et c'est super intéressant. On ne va pas suivre que lui, on va suivre tous ses frères et les gens qu'il rencontre en cours de route. Il y a vraiment une histoire intéressante, c'est pas sous le format d'un conte, vous voyez.
c'est certes issu de ce conte-là, mais l'histoire ne tourne pas qu'autour, et si on connaît pas l'histoire du Petit Poucet, c'est pas grave, c'est pas gênant, et on n'a pas l'impression que ça y fait écho tant que ça. C'est juste l'histoire de départ, c'est-à-dire ils sont 7 frères, et ils ont des parents qui vont les abandonner, et du coup, ils se barrent. Voilà. Et après, ça devient complètement autre chose, puisque c'est dans un monde moderne et actuel. Enfin, il y a un chauffeur un routier, qui les prend pour les amener plus loin, on va dire. Donc c'est la version actuelle du Petit Poucet, qui est très sympathique, même si je l'ai eu il y a un moment, je me rappelle quand même de certains éléments de l'histoire, donc c'est que ça sort un peu du lot, sinon je ne m'en rappellerai pas, vous me connaissez. Et eh bien, ma foi, c'était fort sympathique, surtout que c'est pas très épais, ça vous coûtera probablement pas grand chose, donc si vous voulez une petite lecture rapide, je vous conseille. On continue avec les lectures rapides que j'ai donc effectuées pendant ces 7 jours, et ici il s'agit du tome 2 de l'Auberge d'entre les mondes, embrouillé au menu, de Jean-Luc Marcastel aux éditions Flammarion Jeunesse. Il y a écrit Flammarion Jeunesse, mais je sais plus si je l'ai pas acheté chez France Loisirs. J'ai un doute. Je crois que je l'ai acheté chez France Loisirs, mais que de base c'est Flammarion Jeunesse. Peu importe. L'histoire d'origine, c'est un garçon dont j'ai perdu le nom, évidemment. Nathan. Nathan qui va arriver dans l'auberge de son oncle et qui va découvrir qu'en fait ce n'est pas une auberge lambda, mais que c'est une auberge entre les mondes. Oh. Et que du coup, un peu comme l'Entremonde qui est sorti il n'y a pas si longtemps aux éditions Lumen, mais ça c'est sorti avant, il va pouvoir voyager entre les mondes à partir de cette auberge. Et bah évidemment, vous vous doutez bien qu'il va un peu sauver la situation systématiquement. Il y a un meeting, je trouve pas d'autres mots et c'est pas écrit sur la 4e. Il y a un meeting entre deux peuples qui se déchirent pour trouver un moyen de faire la paix, pour trouver le moyen de faire la paix. Et évidemment, il y a une grosse pression sur l'auberge, une grosse pression sur ce qu'ils vont manger et tout, parce que bah, du coup ça pourrait les mettre de bonne humeur, machin. Et évidemment, il va y avoir un cafouillage, et ça sera donc à Nathan de régler tout ce joli bazar. Donc ça c'était le synopsis de ce tome-là, mais le premier tome, enfin, ça spoil rien du premier tome, quoi, bref. C'est super, moi j'adore l'auberge entre les mondes, c'est très court, toujours, hein, parce que si je voulais lire ça en une journée, il fallait évidemment que ce soit court. C'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Je vais lire la suite, c'est sûr et certain, sauf que comme c'est des sorties France Loisirs, faut que je fasse attention, mais voilà, vous avez compris. Parce que je les croise pas en librairie du coup. Moi j'adore toujours autant. La dernière partie, je sais pas si vous voyez bien sur la tranche, mais il y a une partie grise à la fin, c'est des recettes. Parce que bah, forcément ça tourne aussi beaucoup autour de la nourriture et tout. Et il y a 2 chefs trop drôles qui font des recettes, et du coup vous avez 2-3 recettes à la fin en général. C'est un monde super bien. Et Jean-Luc Marcastel, franchement, il fait fort parce que là, le monde est très original et super intéressant, et tu sens qu'il y a toujours des trucs en plus à raconter dessus. Et moi, je suis happée par cet univers-là. Le personnage principal n'est pas forcément extraordinaire, mais l'univers est tellement génial que moi, je suis à fond dedans. J'ai aussi lu dans cette idée, donc toujours 7 livres en une semaine, Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb au livre de poche. Honnêtement, je m'en rappelais pas assez pour vous faire le pitch directement, il a fallu que je regarde la 4e de couverture. Et en gros, on va suivre une nana, dont j'ai encore perdu le prénom, qui est en entreprise au Japon, alors qu'elle est française, je crois. Et on va suivre ses galères et à quel point la hiérarchie c'est compliqué, encore plus au Japon, et à quel point... en fait, en gros, on va suivre la descente en enfer de la pauvre nana, qui est un peu bête comme un manche à balai. Enfin, pas très maline. Elle est pas très très maline et pas très débrouillarde non plus. Et on lui donne les tâches les plus ingrates, alors forcément elle galère, elle fait des erreurs, donc elle descend encore dans la hiérarchie. Enfin bref, la pauvre a du mal, galère. C'était pas la folie. Moi, tous ces bouquins, ces histoires, ces machins, très très sombres comme ça, et où il n'y a pas une once de positivité, j'aime pas trop ça. La preuve en est, le film Joker, là, qui est sorti en octobre 2019, là, m'a pas plu du tout. Du tout. Mais bref, pour revenir à Stupeur et Tremblement, bon, bah voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, mis à part, j'ai pas trop aimé, ça me dégoûtera pas des Amélie Nothomb, hein, loin de là, je réessayerai, je sais pas par quoi, mais je réessayerai. Je sais pas si j'en...
n'ai pas un dans ma palle. Non, je crois pas. Bref, donc je réessayerai, je sais pas quand, je sais pas sous quel format, mais en tout cas, celui-là m'a pas trop plu. Bon, alors je viens de me rendre compte que je n'ai que 6 des livres du challenge de 7 livres 7 jours. Donc je pense que j'avais dû lire un manga et que j'ai dû vous le présenter avec les autres très normalement. Donc, le suivant de ce challenge, c'était Géniteur et fils d'Anthony Boulanger aux éditions du Chat Noir dans la collection Griffes Sombres, qui était mon gratuit quand j'avais acheté je ne sais quoi d'autre encore, mais voilà, ça avait été mon gratuit. Et même si j'avais dit la fois précédente que je ne me méfierais plus des gratuits, vous me connaissez trop bien, les habitudes sont rudes, c'est pas l'expression, mais vous avez compris. J'ai eu du mal avant de le sortir, la première de couverture, pardon, n'aide pas, elle est un peu creepy et tout, j'étais en mode, est-ce que je veux vraiment lire ça? Surtout que ça s'appelle Géniteur et fils, ça sentait pas très bon. Bref, il s'agit donc d'un recueil de nouvelles avec toujours pour thématique le lien père-fils, et il y a de tout, vraiment de tout, mais ça reste, c'est du Chat Noir vous me direz, ça reste fantastique ou fantasy ou voilà. Donc il y a des titres de chapitres, mais surtout il y a des titres de catégories, donc il y a Génération Première, Génération Abandonnée, Génération Perdue, Génération Sauvée et Génération Seconde. Franchement, je vais vraiment me mettre à faire confiance au livre gratuit du Chat Noir, ou en tout cas à la maison d'édition dans sa globalité, parce que vraiment c'était un bon livre qui m'a bien plu. Donc, je vous dis, je peux pas faire de synopsis plus que ce que je vous ai dit, et pareil pour la vie, en fait, ça dépend des nouvelles. Le style d'écriture est sympa. Moi, j'aime pas trop les nouvelles, en règle générale, parce que on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, et surtout parce que j'ai peur d'arriver dans un truc dans lequel je suis complètement perdue, et le temps que je comprenne l'univers, on me dise « Ah, c'est la fin de la nouvelle ». Dommage. Là, c'était pas le cas. Bon, il y avait une ou deux nouvelles où certes... Enfin, au début, t'es toujours un peu paumé, et une ou deux nouvelles où ça a persisté. Mais c'était jamais si gênant et handicapant que ça. Donc, si vous avez envie d'expérimenter et de lire ce livre qui explore les relations père-fils, père-fille peut-être, je sais plus s'il y a... Je crois pas qu'il y ait des filles. Hein. Peu importe. Mais soyez préparés, il y a des fois des trucs glauques ou pas très ragoûtants à lire, quoi. Livre numéro 6, qui était en fait, il me semble, le premier que j'ai lu dans la semaine. Tada! Terre de brume, tome 2, Le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. Donc là, il s'agit du deuxième tome de la duologie. C'est une série terminée, donc, et j'ai fini la série. Wouhou! Si vous vous rappelez bien, j'ai lu le premier tome pour le Plib, puisque c'était l'un des finalistes. Donc si vous voulez connaître mon avis sur le premier tome, n'hésitez pas à les regarder dans le je sais pas trop de quel côté il va être. Peu importe. Normalement, il devrait être par là. Par là. Bref, allez regarder dans le i, n'hésitez pas. Vous aurez donc mon avis sur les finalistes. Et si forcément j'ai lu le tome 2 et si vite, c'est vous vous doutez bien que le premier tome m'a plu de toute façon. On suivait une prêtresse de l'eau et une je sais pas quoi du feu parce que j'ai oublié. Et en gros, on vit dans un monde où la brume a envahi le monde. Et du coup, il reste la magie de l'eau et la magie du feu. Et on va suivre ces deux nanas qui vont être forcées dans leur quête ensemble, parce que normalement elles habitent même pas au même endroit, elles ne se connaissent pas ni rien, et leur quête va être de se démerder avec cette pauvre brume. Alors la brume est là depuis des années, mais il va y avoir des monstres de brume qui surgissent et tout, machin, et comment faire en sorte de sauver un maximum de gens? Telle est la question. J'ai beaucoup aimé cette duologie, j'ai bien aimé ce deuxième tome. Je me demande si je l'ai pas plus aimé que le premier. Il me semble que je l'ai plus aimé que le premier parce que le premier je le trouvais très introductif. Et en même temps, comme c'est une duologie, forcément il y a plus de choses dans celui-là, et en même temps on pousse pas l'univers au bout de ce qu'il pourrait. Alors on le pousse loin quand même, pour une duologie je trouve ça plutôt pas mal d'ailleurs, mais ça va pas non plus à l'extrême et on n'a pas des détails sur tout et n'importe quoi. Du coup, si vous voulez une série rapide à lire, Terre de brume c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont pas très très épais non plus. Et ils sont très chouettes. Ils changent beaucoup parce que moi, ça me fait un peu penser à Autre Monde, Maxime Chatham, qui sont derrière moi, je crois d'ailleurs. Non. Ouais, non, ils sont en tout. Ils sont là, je sais pas si vous les voyez là. Dont je n'ai pas lu plus que la trilogie originale, mais on m'a dit il y a quelques jours que c'était pas un drame et que je pouvais très bien m'arrêter là si je voulais. Je pense pas que je m'arrêterai là, mais bon, faudrait que je trouve la foi d'aller les acheter surtout. Bref, tout ça pour dire que, mis à part à ça, ça m'a pas fait penser à autre chose. Du coup, c'est assez original dans la thématique. Et encore,
Dans Autre Monde, ils n'ont pas des super pouvoirs, il n'y a pas de magie, machin. C'est juste après une apocalypse, comment on survit. Et comme c'est un peu le même type d'apocalypse de base, bah voilà, ça me fait un peu penser l'un à l'autre, quoi. Mais en tout cas, c'est vivement recommandé par Clem. Yes. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui a traversé avec moi le monde, puisque c'est le livre qui m'a accompagné quand j'étais au Canada. Il s'agit de Kéléana. Wouh, le tome 1, donc La prisonnière. D'ailleurs, on voit qu'il m'a accompagné au Canada. Il a un petit peu morflé, le pauvre chat. Donc le tome 1, La prisonnière, de Sarah J. Maas, la grande, la sublime, la magnifique Sarah J. Maas, aux éditions Le Livre de Poche. Alors avant tout, pour ceux qui ne voudraient pas écouter suite à l'annonce que je vais faire, sachez que tout n'a pas été traduit de cette série. Il y a genre 7 ou 8 tomes en anglais, il n'y en a que 3 qui ont été traduits en français, et je ne pense pas qu'ils traduiront les autres, pour la simple et bonne raison que ça fait des années qu'ils ont sorti le 1, 2 et 3. Donc clairement, ils ont arrêté de publier, et je ne sais pas trop si ça sortira un jour. Donc soyez psychologiquement préparés, soit à ce que ça se finisse en queue de poisson, parce que je n'ai pas lu le dernier tome sorti en France, soit à devoir les lire en anglais. Sachez-le. Maintenant, je vais pouvoir commencer le pitch. On suit donc Kéléana, vous l'aurez deviné, oulala, qui est donc prisonnière. Oh là là, mais dis donc, oh là là, ce synopsis est merveilleux. Dans les mines d'Endovir, je le dis comme ça, j'en sais rien comment ça se dit, puisque c'est la plus grande assassineuse du pays. Et on va venir lui proposer un deal. En gros, on va lui dire, oui, le roi, il organise un grand championnat, et j'aimerais bien que tu sois ma championne à moi. Voilà. Et du coup, on va la suivre à travers, évidemment, ce tournoi, mais aussi à travers tout ce qui se passe autour, parce que bien sûr qu'il ne se passe pas que ça. En plus, elle doit se faire passer pour quelqu'un d'autre, parce que, vous le saurez en lisant le bouquin si vous le lisez. Pas envie de vous détailler plus que ça. Bref, c'est du Sarah J. Maas, j'ai adoré. C'est évidemment moins bien qu'à Cotard, puisque... Enfin, évidemment, pas forcément, hein. Moi, j'ai trouvé ça moins bien qu'à Cotard. C'est probablement dû au fait que c'est sa série qui était sortie avant à Cotard, donc... elle avait moins travaillé sa plume, ses idées, etc., etc. En tout cas, c'est un très bon livre, assez épais, donc vous l'aurez deviné, ça ne fait plus partie de la semaine avec les 7 lectures là. Mais il m'a beaucoup plu, j'ai la suite dans ma palle et ça va normalement faire partie de mes prochaines lectures. En tout cas, c'est ma prochaine lecture SFFF. Les personnages sont très cool, moi vous le savez, j'adore tout ce qui est contexte de compétition, de championnat et tout, c'est mon dada. Donc là j'étais ravie, ça m'allait très très bien, et il y a un à côté en dehors du championnat super sympa. Il y a un aspect aussi, peut-être pas romance, mais ça approfondit plus les relations entre personnages d'un point de vue, comment dire, presque contemporain, qui n'y a pas forcément dans le reste de la fantasy ou du fantastique, parce qu'ils ne s'attardent pas assez dessus. Là, vraiment, il y a des moments où on pourrait se croire juste dans un roman historique où il n'y a pas de fantasy ni quoi, dans les relations entre les personnages, je veux dire. Bref, je sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais en tout cas, j'adore les relations entre personnages. Ça, je pense que c'était clair. Donc je recommande chaudement si vous n'avez pas peur de la fin en queue de poisson ou de la lecture en anglais. D'autant plus qu'ils sont bien épais, donc à mon avis, je vais malheureusement les lire en anglais après, mais ça va me prendre un temps monstrueux. On continue dans les nouvelles, comme quoi la meuf qui a dit qu'elle n'aimait pas ça, je sais pas où elle est passée. Et je les attendais mais tellement, quand j'ai su qu'elles sortaient, j'étais en mode « Oh, le bonheur ultime !» Donc il s'agit de La Fourchette, la sorcière et le dragon, Légende d'Alagaësia, livre 1. Écrit Eragon en gros dessus. Alors moi ça me fait rire parce que déjà le nom de la saga c'est pas Eragon, mais tout le monde l'appelle Eragon, y compris moi, puisque normalement c'est l'héritage, mais c'est pas grave. Donc c'est de Christopher Paolini et sa sœur Angela Paolini. C'est aux éditions Bayard et c'est une version hardback avec les pages dorées, avec 2-3 illustrations qui se baladent. Voilà, doudou. Écoutez, bref gens, si vous êtes fan absolu comme moi je suis de la saga L'Héritage, lisez-le. Si c'est pas votre cas, clairement, vous allez perdre votre temps. Moi, ça m'a plu, mais pas de fou non plus, ce ne sont que 3 nouvelles. Première nouvelle, on va suivre des personnages secondaires de l'histoire principale, voilà. J'ai pas envie de dire qui, parce que justement, c'est un peu le plot twist de la nouvelle, en mode « Ah, en fait, c'était machin !» Donc voilà. Qui est fort sympathique, la première nouvelle. Deuxième nouvelle, très courte, où on suit Angela, qui donc a été écrite par Angela Paolini, la sœur de Christopher, qui a inspiré le personnage, donc c'est plutôt logique qu'elle ait écrit la nouvelle. Honnêtement, je m'en rappelle pas.
En gros, c'est l'autobiographie d'Angela. Alors pas Angela Paolini, évidemment, hein, si vous avez suivi. Et notamment, principalement, sa relation à Elva. Sauf que le truc, c'est que c'est Angela, quoi. Donc, elle va écrire son autobiographie avec les chapitres dans le désordre. Et quand on lui demande, mais comment tu sais que c'est le chapitre 49, celui-là, il est en mode, oh bah, je le sais, comme ça, c'est le chapitre 49. Donc, il y a une perte de sens un petit peu. C'est alambiqué, c'est dans n'importe quel ordre, enfin, bref. Mais si on y est préparé, je pense que ça va. On s'en sort, on va dire. Et enfin, la dernière nouvelle, en fait, c'est une légende Urgal. J'ai jamais su comment on le disait. Je suppose que ça se dit Urgal, puisque c'est supposé être en anglais de base. Oui, donc voilà. En gros, c'est une légende Urgal, racontée, pas comme un conte, justement, il y a du détail, il y a... Voilà, il y a du détail. Donc moi, ça m'a beaucoup plu, mais après, voilà, je réitère, et c'est le seul commentaire que je vais en faire, c'est que si vous n'êtes pas un gros fan de la série, ça ne sert à rien de le lire, ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. Par contre, le bonheur ultime, c'est qu'en effet, il y aura bien une suite. Alors, je sais pas si ça va être une autre saga, genre spin-off. Est-ce que ça va vraiment fondamentalement être la suite et on va vraiment retourner du point de vue d'Eragon? Parce que là, du coup, c'est pas trop le cas. Ça l'est un peu, mais en fait, à chaque fois que ça l'est, c'est pour lancer autre chose. Donc, ça l'est pas vraiment. Mais en tout cas, il y aura au moins un autre livre qui va sortir, puisque Légende d'Alagaësia, livre 1, et que l'auteur a dit qu'il se lançait dans l'écriture du tome suivant l'année prochaine. Donc, ça viendra un jour. Lointain, mais ça viendra. Allez, on s'accroche encore un peu. Avant-dernier livre, et encore une fois, une nouvelle, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, vous allez comprendre quand je vous aurai expliqué, et surtout quand je vous aurai montré le livre. Puisqu'il s'agit... Oh, un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc, pourquoi une nouvelle Eh bien, parce que c'est une nouvelle. Pardon, excusez-moi, j'avais pas de meilleure explication. Cette fois-ci, c'est pas un recueil de nouvelles, mais c'est bien une nouvelle. Et pourquoi une nouvelle alors que le bouquin est si épais quand même? Oui, il fait 330 pages, mais pour Sarah J. Maas, 330 pages, c'est une nouvelle. Bref, on va suivre donc nos personnages préférés, dont je ne vous donnerai pas le nom de peur de vous spoiler les tomes précédents, mais Fer entre autres, Farah. On va le prononcer comme ça parce que Fer c'est un peu dégueulasse. Du coup, on va suivre Farah et d'autres personnes, n'est-ce pas? Après, du coup, ce qui s'est passé dans la trilogie originale, et apparemment c'est un pont. Enfin, apparemment, non, j'ai lu le livre, donc je sais. C'est un pont pour la série suivante qui va se passer dans le même univers, mais si j'ai bien compris, avec d'autres personnages, puisque c'est amorcé à la fin du livre. Alors, ce que j'ai pensé de ce livre. Je vais pas vous faire. En fait, je viens de capter que j'ai pas fait le pitch du tome 1, et en même temps, j'ose espérer qu'à force, vous l'avez en tête. Bon. Donc, on va les suivre en gros dans l'équivalent de la fête de Noël. Voilà. Parce qu'ils vont fêter le solstice, mais clairement, c'est notre fête de Noël, à nous. C'est sympa, mais en même temps, ça m'a saoulée. Je vous explique dans le détail. En gros, l'histoire en elle-même m'a bien plu. Quand on sait que c'est une nouvelle, que c'est pas dans l'histoire principale et que clairement on peut s'en passer, c'est super. Et en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'aspect reconstruction. Parce que ce que j'aime pas avec les livres qui finissent en mode boum boum boum, ça explose dans tous les sens, et tada, c'est comme ça que ça finit, après il n'y a pas l'aspect reconstruction des personnages qui ont survécu. Parce qu'il y en a toujours au moins un qui a survécu, soyons honnêtes. Et là, du coup, c'est le truc principal. Le truc principal, c'est comment psychologiquement les personnages se reconstruisent, comment on reconstruit une ville qui a été détruite, comment on essaye d'aider son peuple quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'ils viennent de subir un truc horrible qu'ils n'avaient pas vécu depuis des siècles et des siècles. Tout ce genre de trucs. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant. Par contre, pourquoi ça ne m'a pas plu? C'est parce qu'on passe notre temps à alterner les points de vue. Et je déteste ça. Déjà, j'aime pas quand il y a plusieurs points de vue, mais si c'est bien fait, ça va. Là, le souci, c'est pas que c'est mal fait, hein, mais c'est que vraiment tous les chapitres ou presque, on change de point de vue. Donc je crois qu'il y a un peu moins d'une trentaine de chapitres, et on change une trentaine de fois de personnes qui parlent à la première personne. Du coup, c'est très perturbant, très pénible, parce que je me sentais obligée, je n'arrivais pas à enchaîner des chapitres qui n'avaient pas le même personnage interne. J'ai plus le bon mot, mais vous avez compris. Et du coup, c'est pénible, parce que le livre n'était pas archi passionnant, donc j'avais pas tout le temps envie d'y revenir.
et j'arrivais pas à lire plus d'un chapitre d'affilée. Donc vous imaginez le temps que ça m'a pris pour un bouquin de 330 pages de Sarah J. Maas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est du Sarah J. Maas, donc de toute façon j'allais le finir, j'allais me forcer. Mais c'est pas... Si ça vous rebute pas d'alterner les points de vue comme ça et de foncer comme des bœufs, pardon, c'est pas méchant. En lisant plusieurs chapitres d'affilée, faites-vous plaisir. Mais moi, ça a été compliqué pour moi, d'autant plus que si je dis pas de bêtises, dans le premier tome, et peut-être même dans le deuxième, il n'y a pas d'alternance de point de vue. En fait, c'est ça le problème. Si je commence une saga avec un seul point de vue et qu'après on m'en donne plein, c'est hyper compliqué. Par contre, si vous faites comme... Est-ce que j'ai une bonne idée de ces sagas ? Non, je n'ai pas de bonne idée. Mais si, dès le début, vous mettez une alternance de point de vue, c'est bon, je m'en sors. Mais parce que dès le début, j'ai eu mon alternance de point de vue. Comme par exemple, il y avait eu le même coup dans Divergente. 1 et 2, pas l'alternance de point de vue. 3, on se demande pourquoi, il y a eu une grosse alternance de point de vue. Bah moi j'étais larguée, hein. J'étais complètement perdue. Ce qui n'a pas été le cas ici, j'étais pas perdue, mais parce que je savais que si je faisais pas hyper attention, j'allais me perdre. Donc là, je m'étais vachement concentrée à chaque fois que je lisais un chapitre. Bon, t'es à la place de tel personnage, ok, il est plutôt comme ça, ok, vas-y. Il y avait une préparation pour commencer chaque chapitre. C'est un peu pénible, quoi. C'est un peu pénible. Donc après, à vous de savoir si vous avez vraiment envie de lire ces nouvelles et si vous savez enchaîner les chapitres, contrairement à moi, quand on change de point de vue. Et enfin, finalement, pourquoi je sais que ce ne sera pas les mêmes personnages principaux dans la saga suivante, c'est pour la simple et bonne raison que on a le début de la saga suivante, dont je n'ai pas le nom, et on sait, en fait, on connaît l'élément perturbateur, on sait pourquoi il y a une nouvelle saga et quel personnage se lance dans cette nouvelle saga. Donc, si vous ne voulez pas lire la nouvelle, libre à vous, mais en tout cas, à la fin, si vous feuilletez en librairie, vous saurez, si vous lisez 1 ou 2 chapitres en scred dans la librairie, vous saurez de quoi parlera la prochaine saga. Et enfin, dernier livre de cette update, et après, promis, je vous fiche la paix, vous pourrez aller faire ce que vous voulez. Il s'agit de Princesse Incognito, donc c'est le nom du tome 1 de Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman. Alors celui-là, clairement, n'aurait pas pu faire partie de un livre par jour, parce qu'il est bien gros, sa maman. Bon, après, c'est écrit gros, mais quand même, faut pas abuser. Le pitch qui est derrière, j'aurais bien envie de vous le refaire, mais le problème, c'est que pour moi, il en disait trop. Et en même temps, si vous connaissez pas ce point-là, vous pouvez pas avoir très envie de lire le livre. Parce que le truc, c'est que le synopsis, il nous amène à 100 pages et quelques. Alors certes, c'est un bouquin de 500 pages, mais ça veut quand même dire que du coup, il y a 1/5 de l'histoire qui est résumée là. C'est pas le top du top. Donc bon, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire de ce pitch. En gros, je vais vous dire que c'est une princesse et une nana lambda qui se retrouvent dans... C'est pas une université, je sais plus. Ouais, non. On nous dit juste que c'est la prestigieuse école de Rosewood. Donc elles vont toutes les deux arriver dans cette prestigieuse école. En gros, on va explorer leurs relations aux autres, et surtout le fait que la princesse ne veut pas qu'on sache que c'est une princesse. D'où le titre Princesse Incognito. Waouh. Et voilà, du coup, on va les suivre toutes les deux dans leur histoire. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Il y a pas mal de mystères et tout, machin. C'est pas juste une histoire de princesse en mode Disney Channel Original Movie, quoi. Ni en mode film de Noël. Mais c'est un peu le mood quand même. C'est le mood, mais il y a du mystère. Voilà. Ça vous donne une idée du truc. Moi, ça m'a bien plu. Et puis, soyons honnêtes, la couverture est splendide. Très basique, mais splendide quand même. Et du coup, je sais que je lirai la suite avec envie. Elle sort en 2020, je sais plus quand, mais voilà, en 2020. Donc, je me plongerai dedans avec plaisir une fois 2020 arrivé. Et surtout, une fois le livre ayant rejoint ma palle, n'est-ce pas ? Et voilà, c'en était tout pour mes lectures de romans ou semblants de romans, n'est-ce pas, mesdames les nouvelles ? Parce que moi qui dis que je n'aime pas ça, je vous ai quand même présenté 3 bouquins avec des nouvelles. Oui, et alors ? Et puis, je suis accessoirement bien deg, puisque je vous ai monté, il y a 2 ou 3 jours, plusieurs vidéos manga BD, et le lendemain de mon tournage, je me suis acheté 2 mangas et une BD. À croire que je ne vais jamais avoir ma bibliothèque de trucs à vous présenter de vide. J'aimerais bien, mais c'est toujours pas le cas. Bref,
En tout cas, j'espère que cet update vous aura plu, qu'il vous a éventuellement inspiré des achats ou des lectures. J'espère que actuellement vous avez d'excellentes lectures. Moi, je vous fais gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao!